Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien ce matin. Comme d'habitude, des vidéos en live, une vidéo donc que j'avais envie de faire, puisque certains ont envie que je dise du mal. Et le mal, finalement, c'est bien. Au-delà de ça, c'est une vidéo aussi que je voulais faire, je me dis, franchement, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, sur, en tout cas, le réseau de superchargeurs Tesla en France, ils sont en train de nous faire sataner un truc de malade. Le peu de fois où j'ouvre Facebook, entre les superchargeurs, les endroits en fait, si tu veux, qui sont créés, il y en a plein. Les noms, franchement, je retiens pas. Toutes les semaines, j'ai l'impression. Les endroits qui vont s'agrandir, créer, rien qu'en Île-de-France, tu as Vélizy 2 qui s'agrandit. Je crois qu'on est sur un V3, donc on va garder, je crois, le V3. Il y a une partie qui passe en V4. Au Mans, par exemple, tu as un immense V3, plus celui, je crois que c'est un V2 qui est au niveau du Auchan, mais sur celui qui est dans la zone industrielle, ils ont mis aussi une partie de V4. Tu vas avoir donc Villebon qui vient d'ouvrir, donc normalement en V4. On doit avoir aussi un nouveau qui serait sur Plaisir, donc à côté du Ikea, etc. Si on entend, c'est pas les rumeurs, hein, c'est l'endroit stratégique qu'ils ont parlé, etc. Donc, au niveau des superchargeurs, on va arriver à un niveau et une densité. Alors, j'ai regardé, j'ai demandé à Grok, parce que c'est très compliqué d'avoir à peu près la marge, le bénéfice et, on va dire, le cash, ce que ça ramène, etc., est plutôt excellent. Finalement, la stratégie de Tesla de vouloir ouvrir, au-delà que ça soit financé parfois, même souvent, donc au nom Tesla, eh bien, c'est ce qui permet de renforcer. Je l'ai vu notamment à Avignon, où c'est un V3 et il est ouvert à tous. Donc il y avait plein de véhicules autres qu'électriques. Donc la stratégie, on voit bien qu'elle n'est pas réellement comme Apple, elle n'est pas égoïste. Et à partir du moment où le business il est bon, ben, ça les dérange pas. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai que les coûts d'infrastructure, et c'est ce que Grok me disait donc à l'instant, sont assez conséquentes, assez importantes. On n'a pas encore tous les tenants des aboutissants. La force par contre de Tesla, c'est a priori de réussir à amortir les infrastructures assez vite, même si elles coûtent assez cher. Pour quelle raison? Entre guillemets, grâce au débit. Donc c'est un choix, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est relativement attractif. Il y a même des endroits, notamment à Paris 2 ou à Vélizy 2, où on a des super heures creuses et les heures entre guillemets pleines sont souvent, logiquement, parce que ça peut changer d'ici la vidéo où je l'ai faite, sur 4 heures, et donc de 16 à 22, de 16 à 20 heures, pardon, ou de 18 heures à 22 heures, donc il suffit juste de s'adapter. Petit aparté, on m'a déjà posé la question et je l'ai déjà vécu quand je payais mes superchargeurs, parce que, petite parenthèse quand même aussi, parenthèse dans la parenthèse, j'ai quelqu'un qui m'a dit oui, mais bon, il y a aussi des influenceurs Tesla qui sont très contents d'avoir leur véhicule et de pouvoir avoir donc les points donc pour ne pas payer les superchargeurs. Tu peux pas comprendre. Si dans la vie t'aimes pas gratter, tu peux pas comprendre. Pour autant, tu m'appelles, tu commandes une Tesla, tu prends, alors sauf si tu prends une autre personne en parrain, je trouve que ça se fait pas, surtout un youtubeur, mais si tu prends quelqu'un ou quoi, ou personne, ou qu'il n'y a pas, et que tu veux éventuellement que je me déplace ou que tu veux qu'on s'appelle pendant 1 heure, eh ben tu verras qui est disponible à ce moment-là. Donc tu peux pas comprendre, voilà. Donc c'est pas pour le coup que ça coûte, hein. De mémoire, quand je l'ai payé, c'était 50 balles, tu vois. Mais ça fait toujours plaisir quand c'est gratuit et quand on te l'offre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je trouve que ce système de parrainage, il est relativement sain. Si malheureusement il y a des personnes qui viennent, entre guillemets, arrivistes, parce que ils veulent, jouir de quelque chose de gratuit ou de pouvoir revendre un produit ou j'en sais rien, malheureusement, c'est pas la faute de Tesla, donc ils essayent de faire tout pour le limiter. On l'a vu avec les bornes, on l'a le wall connector, on l'a vu donc avec le nombre de points donc limité, etc. Avec des points à un moment donné jusqu'à 7500 points, et puis là maintenant c'est en euros, tu peux même acheter une voiture. Donc voilà. Cela donc étant dit, les superchargeurs encore une fois explosent. Comme d'habitude, on va me dire, Johan, c'est compliqué de te suivre et tout machin, mais il fallait suivre depuis le début. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas de storytelling, tu vois. Je ne fais pas des vidéos, bref. On va passer à la deuxième partie quand même. Parce que c'est celle que tout le monde voudrait, mais je suis pas sûr qu'il soit resté jusqu'à 4 minutes. Il faut savoir que peu importe la durée de la vidéo, ça c'est quelque chose que j'ai pu vérifier, que je ne regarde plus par exemple. C'est comme les push, je les regarde plus, elles sont entre 90 et 95%. Tu vas faire une vidéo de
2 minutes. Une vidéo de 50 minutes, les gens vont regarder à peu près entre 30 et 50%. Donc tu fais une vidéo de 50 minutes, les gens vont rester sur 20 minutes. Donc c'est YouTube qui est content, tu vois. Le but, c'est pas de faire une vidéo de 30 minutes. Mais pourquoi finalement Tesla, ça fonctionne plus? Parce que Tesla, c'est pas que des voitures. Je viens de le dire, c'est superchargeur, mais c'est plein d'autres choses. Mais quand même, sur la voiture électrique, franchement, Tesla, c'est catastrophique. Hein. Le modèle Y qu'on voit, le braquage, il est pourri, même s'il a été corrigé, à mon sens. Il n'y a toujours pas d'écran à l'avant. Tout ce qui est infodivertissement, il y a des choses, voilà, on ne peut pas avoir CarPlay, les machins, les trucs automotifs, les machins et tout. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Il manque des options, la livraison, c'est vraiment pas pratique, le véhicule est trop grand. Franchement, on se demande pourquoi je l'ai acheté. Est-ce que finalement j'aurais pas fait une erreur? Le titre, je le mettrai pas comme ça, tu vois, parce que moi je ne veux pas jouer entre guillemets sur les émotions. J'ai fait quelques titres entre guillemets accrocheurs. Je vais vendre ma Tesla, je crois pas que j'ai fait ce genre de truc. Je vais redonner ma Mégane, oui. Voilà, le jour où je change le modèle Y, ça sera logiquement pour un modèle Y, pour les raisons inverses. Parce que un produit, j'ai jamais eu un produit parfait. Quand nous avons quitté notre Cayenne, ben, on y perd déjà en termes de standing, on y perd au niveau de la hauteur, on y perd en termes de braquage, on y perd en termes de direction, on y perd pas forcément en volume, mais on y perd vraiment en termes de standing. À l'époque, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux. La décote était finalement très importante et ce qu'on ne mettait pas en fait dans le véhicule neuf ou décoté, bah on le mettait finalement dans l'entretien. Voilà, donc ce qui reste donc un coût quand même sur une dizaine d'années d'un Porsche Cayenne à 40 000 euros. Donc finalement le prix de la voiture. Donc on s'est dit, peu importe l'avenir en fait de Tesla, on met 40 000 euros donc sur la table, 10 ans, ça fait 4 000 euros. Le véhicule, il n'y a aucun entretien. Le véhicule, ça ne coûtera rien. Et tu continues à garder en plus tes garanties de 4 ans et de 8 ans, même si tu fais une purge de frein, une vidange de liquide de refroidissement, si tu fais tes filtres ailleurs, Tesla ne t'en tiendra pas rigueur. Alors au début, ça choque un peu et tu te dis, ils sont complètement malades ces gens-là. En fait, ils ne veulent pas gérer le SAV, c'est assez inquiétant. Non, je pense que bien au contraire, c'est une partie où ils ne gagnent pas forcément quelque chose. Ils n'ont pas envie d'ouvrir des garages partout. C'est peut-être ce qui peut manquer. Mais voilà, pour le reste, ils en ont rien à fiche. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je continue. J'arrive pas à trouver un véhicule qui puisse avoir un frunk aussi grand. Pour moi, c'est très utile d'avoir un coffre aussi grand et de pouvoir partir avec 3 enfants. Et le nouveau, d'ailleurs, a apporté énormément d'améliorations. Bon, l'écran à l'arrière est plutôt pas mal pour les enfants, mais ça reste un gadget. J'aurais préféré un écran à l'avant. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'il y a les radars, il y a Tesla Vision, c'est à améliorer, et les ceci et les cela, pas de problème. Les sièges qui soient inclinables électriquement, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Et puis toutes ces améliorations vont arriver, donc notamment intérieur, très certainement sur le modèle 3. Moi, je reste aujourd'hui, c'est pas une question d'être fanboy, t'imagines être un véritable fanboy au bout de 2 ans, non, je reste en fait bouche bée. Je reste, pas dire fidèle à la marque, parce que franchement, ça fait que 2 ans, tu vois, je suis pas chez Bouygues où je suis sur cet opérateur depuis peut-être 10 ans. Je suis voilà dans une banque, à la Société Générale notamment, depuis près de 20 ans, tu vois. Donc, dans l'ensemble, quand ça fonctionne, je suis plutôt quelqu'un de relativement fidèle, même si, voilà, à titre personnel, peut-être que je quitterai parce que les banques, ça devient véritablement catastrophique. Il y a trop de turnover et les personnes n'y comprennent rien. Le dernier conseiller n'est pas un conseiller bancaire, il est issu de l'automobile. J'ai rien contre l'automobile, mais c'est comme les agents immobiliers qui se mettent en indépendant et finalement qui n'y connaissent rien. Ça ne s'improvise pas un métier. Attention, je ne parle pas des vidéos que je fais où avec c'est un avis et c'est des choses personnelles, ce n'est pas professionnel. Certaines personnes ne l'auront pas compris. Quand tu es professionnel dans un métier, tu dois l'être au moins jusqu'au bout. On ne peut pas forcément toujours tout savoir, mais quand même, dans le milieu bancaire, on ne te demande pas grand-chose. Dans l'immobilier, on va te demander du bancaire, on va te demander du commercial, on va te demander de l'urbanisme, on va te demander éventuellement de savoir certains matériaux au niveau du BTP, etc., 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 les diagnostics, machin, bidule. Donc, en tout cas, sur Tesla,
Bah, moi, ça ne me dérange absolument pas de dire les choses qui fâchent. Donc, le braquage a été amélioré sur le modèle Y. Le modèle 3 est plutôt pas mal. C'est vrai que le modèle 3, eh bien, il n'y a pas de haillons. Les gens s'en plaignent depuis le début. Il a grandi de mémoire de 3 cm aujourd'hui. On est à 4,72 m, donc ça fait relativement long. Et pour autant, il y a plein de personnes qui les prennent aussi, même par défaut, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un véhicule aussi grand. Mais c'est quand même fou de se dire qu'un modèle 3, au final aujourd'hui, est plus efficient qu'une Renault 5. Et quelqu'un qui cherche franchement un véhicule plaisir, et 2026 par exemple, s'il n'y a plus les bonus, là c'est ce qu'on entend dire déjà depuis le début, ben, à 40 000 euros, comme je l'ai déjà dit, si on enlève les bonus, etc., qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça que sans les aides, etc., donc dans le nord de l'Europe, et qu'ils ont un autre budget, ben Tesla ça passe crème, malgré ses défauts. Et je l'ai dit, il y a des défauts qui persistent et il y a des choses qui ont été améliorées. Et pourquoi, par exemple, il n'y a pas d'écran à l'avant? C'est idéologique. Ou c'est parce qu'ils ne veulent pas faire concurrence à un modèle Y peut-être à un modèle X. Ou une modèle S pourtant qui est vraiment très bien. Et c'est le gros argument de la modèle S, c'est d'avoir un véritable écran et ça coûterait pas forcément plus cher. Qu'on vienne pas me dire que ça a un coût relativement important. Il y a des choses, je pense, qui coûtent beaucoup plus cher. Pareil, ceux qui voudraient des avancées technologiques sur les suspensions pneumatiques, demain tu les changes au bout de 10-20 ans, bah, c'est une douille. Donc, il n'y a pas besoin, à mon sens. Et si on a un rayon de braquage qui est un peu meilleur et qu'on peut avoir des roues directrices, et même éventuellement l'absence donc de colonne, il faut bien comprendre que Tesla, à chaque fois qu'ils intègrent quelque chose, c'est pour réduire les coûts. Souvent, c'est horrible à dire, ils en ont rien à foutre des clients. Franchement, c'est pour réduire les coûts. Donc, s'ils intègrent la colonne, c'est parce que ça va coûter moins cher. S'ils intègrent le 800 volts, alors normalement, ça doit coûter plus cher, etc. C'est pour changer tout le câblage et donc que ça coûte moins cher. C'est aussi simple et que ça soit plus simple à installer, à diagnostiquer et éventuellement sur du SAV, etc. à réparer. Ce n'est pas parfait partout, il peut y avoir des problèmes de SAV, les autres constructeurs peuvent avoir encore une fois des problèmes de SAV. Je voulais faire cette vidéo parce que je l'ai déjà expliqué, et vous le savez, moi je parle de tous les véhicules et je les apprécie, et vous ne me direz pas en tout cas l'inverse. La face avant du modèle Y, moi je la trouve pas très jolie, elle ressemble au G6, je préfère en tout cas le modèle 3, je trouve très joli le Highland, j'aime beaucoup par exemple le style du G9, après ça c'est mon avis, mais comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué sur deux marques aujourd'hui donc dans le monde, j'ai avoir parlé de Lexus, de Toyota, de Honda, de Peugeot, de Citroën, de Jeep. Voilà, on veut Ford, General Motors. Après, il y a des marques où il y a moins d'actualité, où on est moins favorisé en fait en Europe. Et voilà, je vais pas me mettre à parler non plus de d'autres véhicules. Là, chez Ford, je vois la Ranger. Il est sublime. Franchement, 70 000 euros pour ce petit bijou. C'est plus joli limite, tu vois, c'est un parpaing le truc, c'est plus joli, limite ça a plus de caractère qu'un Cayenne aujourd'hui, qui est vachement coupé, etc. Là on a un véhicule qui a un vrai caractère. En tout cas, comme je viens de vous le dire, Xpeng et Renault, donc les Renaultistes et les Xpengistes. Donc pour moi, Xpeng, il y a des commentaires qui n'ont pas lieu, en fait ce sont des faux commentaires avec des mauvaises traductions, enfin c'est grillé, ça se voit et tout, mais c'est assez inquiétant et assez alarmant. Donc je suis vraiment mi-figue mi-raisin, mais je pense que je rappellerai la vendeuse. Et moi j'ai pas envie d'aller là-dedans. Si je fais comme j'ai fait avec Motors, ça a été un véritable plaisir d'être avec Philippe Honory et de pouvoir éventuellement, à mon humble niveau, pousser la marque et que Philippe il me dise ah bah finalement j'ai eu 2-3 clients grâce à toi, eh ben je suis content. Jérémy, je crois qu'il a fait 2 ventes par rapport à ça et je ne lui ai rien demandé. Voilà. S'il regarde la vidéo, il me connaît. Franchement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, et pareil, donc chez les Renaultistes, c'est très franco-français, c'est quand même dommage, parce que moi je suis pas un grand fan de Renault, tu vois, je l'ai toujours dit, je préfère Peugeot, donc j'ai une petite nostalgie du temps des cabriolets, il n'y a plus, du temps des coupés, 406 coupés, RCZ, magnifique, même si c'était pas parfait avec le THP, les boîtes de vitesse, notamment 5 rapports, etc. Les 6 étaient beaucoup mieux, les boîtes AT6, notamment la 8 normalement de chez Essien, et voilà, il y a eu des améliorations, etc. Mais j'ai l'impression que Peugeot, ils sont obligés toujours de retomber leur travers. Donc là, pareil, ils ont fait une boîte à double embrayage sur, je crois, c'est une boîte 7 sur la micro hybridée, notamment le 136 chevaux, du 1 litre de turbo, donc pure tech.
C'est pas la panacée, donc a priori, j'espère qu'ils vont pouvoir corriger. Il faut savoir que très souvent, nos constructeurs ont pris l'habitude de faire des conceptions de véhicules, notamment comme la Twingo, ça va être fait en 12 ou 16 mois, et en fait, ils vont venir corriger après. Ils le savent. J'ai des amis aussi qui travaillent chez Valeo. Je peux pas en parler sur certaines choses. Certains qui font certains métiers, etc., et qui ne veulent pas en parler, et qui, à mon sens, je suis désolé du peu, c'est pas forcément des passionnés d'automobile. Ou, même quand ils sont passionnés, ils sont très 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 focalisés sur une marque, notamment Renault, mais pas que, parce qu'il y a des ingénieurs en fait qui travaillent chez Altis. Enfin voilà, il y a plein d'autres grosses sociétés comme ça qui gèrent donc des ingénieurs. Je crois que c'est ça le nom. Bref, c'est pas important, mais voilà, un coup il est chez Renault, un coup il signe des clauses de confidentialité, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve en termes de moteur. Moi j'adore les moteurs, donc tu regardes les motoristes et que tu regardes les diesels ou les essences, quand tu prends les V6, à un moment donné, tu avais beaucoup de 2 litres 7. Après les 2 litres 7, tu as eu des 3 litres. Pareil sur les diesels, tu avais du 1 litre 9 et après tu as eu beaucoup de 2 litres. Tu as eu aussi des 2 litres 2. Parce qu'il y a eu des collaborations, 2 litres 2 notamment Peugeot avec Ford, mais pas que. Le 2 litres 7 par exemple, Ford et Peugeot, Audi avait fait la même architecture si on peut dire, donc d'un 2 litres 7. Je pense avoir tout dit. Je n'arrive toujours pas à comprendre les personnes qui taclent d'une malhonnêteté en fait Tesla, et il faut vraiment reconnaître, moi mes erreurs les premiers, si j'avais su, peut-être que je serais passé à une Model 3 bien avant, parce que le véhicule donc était abouti. En fait, il était abouti depuis la rigueur chinoise que les Américains n'avaient pas en 2019. Franchement, l'assemblage n'était pas foufou. Et les Chinois, et même si je regarde le modèle berlinois, il y a des améliorations au niveau des sièges, etc., qui sont en plus. Donc c'est ça en fait aussi la patte de Tesla, et d'avoir donc des usines où il y a des modifications et d'apporter des choses. Et on peut pas leur reprocher aussi quand on peut pas dire que ça soit une erreur, mais on voit que le modèle Y, notamment les gigacasting et le fait de faire donc en cell to body, donc comme BYD fait, donc des batteries donc qui soient structurelles, ils ne le diront pas. C'est ça qui est chiant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir l'info justificatif. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont arrêté? Trop compliqué, trop coûteux. Je pense que l'environnement, c'est horrible à dire, souvent s'en branle. Pour autant, on ne peut pas reprocher à la marque Tesla, qui a joué un petit peu sur le côté environnemental, et reste ce sont les véhicules les plus efficients. Tu n'arrives pas à comprendre ça. Je consomme à peu près la même chose avec mon modèle Y et avec une batterie en fait LFP qui, pareil, en recyclage, il faudra voir. A priori, les batteries poche de chez Renault sont mieux, mais la Mégane, en fait, charge un peu moins vite, elle est plus petite. Alors certains vont me dire, oui, mais tu comprends rien, Johan, parce qu'en gros, c'est le véhicule, il est très bien. Oui, il est très bien pour quelqu'un qui reste en ville, et quelqu'un qui fait des petits trajets et qui sont à 2 ou à 3. Mais à partir du moment où tu vas parler à une famille, c'est-à-dire que la vie, une famille, des enfants, c'est l'avenir. Donc j'ai plus envie de parler d'un véhicule d'avenir que d'un petit véhicule, pas d'égoïste, planqué, mais un véhicule qui finalement va parler plus éventuellement à un célibataire ou des gens qui sont à la retraite. Donc l'avenir, il est là. Pareil, je crois que sur le 3008, on m'a dit ouais, mais tu sais pas de quoi tu parles et tout. J'ai même pas envie d'aller l'essayer, le nouveau 3008, c'est pas méchant, il est trop lourd, le prix est déconnant, etc. Le 3008, je le connais très bien. Donc j'ai la belle famille, avait le premier 2009 qu'on a récupéré, donc je l'ai eu pendant 2 ans, on a fait à peu près plus de 30 000 km. Et le nouveau, je suis allé plusieurs fois dedans et faire même des 1000 km, etc. avec ses qualités et défauts. Donc les personnes qui me disent ce genre de choses, vous êtes des rigolos. Donc vous n'avez pas connu voilà Peugeot quand il y avait de l'audace. Il y avait un autre style. Moi, j'aime pas le style actuellement de Peugeot. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je trouve que, notamment le 3008, il est pas assez dynamique. Mais je suis vraiment le premier là-dessus à dire, je m'en fous de mettre 45 000 euros. Si Peugeot, et ils ont la techno à la base avec Fiat 600 et autres, ils me font 4 roues motrices, 280 voire un petit peu plus de chevaux, et un véhicule qui est super, la Fiat 500 Abarth, notamment de Doug, on n'a pas eu le temps d'aller l'essayer, je devais aller l'essayer à Coignères, et c'est là où il l'a eu, il m'a dit, les vendeurs, c'est pas des foudres de guerre. Je dis oui, moi ils m'ont jamais rappelé ou quoi que ce soit. Et franchement, à la place de la Mégane, alors c'était une 2+2, mais je pense que je l'aurais pris, elle est super légère, ça suffit largement pour tous les jours, le 156 chevaux, 7 secondes, ça marche très bien, et en traction, ça passe.
Donc même si c'est un châssis, donc normalement c'est le châssis maison, c'est pas le châssis de chez Peugeot, et c'est le châssis donc dérivé, moi ce que j'avais, la Fiat Mito, etc., donc de la barre, mais ils ont réussi à garder, à conserver l'ADN. Donc léger et un véhicule qui est très agréable. Je crois qu'il n'a pas le one pédale, j'ai un doute. Mais ça n'a rien à envier à une Abarth avec le 1,4 litre. Après, il y a eu plusieurs versions, 140, 155, je crois, 180. La seule particularité, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On va devoir s'arrêter plus souvent si on fait un long trajet. Par contre, je peux dire que la consommation, mon coco, le 1,4 litre, pareil, je l'ai eu sur une Alfa Mito. J'étais entre... Alors, pas très gourmand en stabilisé, à peu près 7 litres, 7 litres 2, 7 litres 5 maximum. Mais 8 litres, en ville, j'étais à 11 litres. Plus qu'en Porsche Boxster, pratiquement. Donc, 11 voire 12, pratiquement autant qu'en SLK. Donc, quand tu es à 10 litres, que tu es en ville, et que tu as un 60, mettons l'essence, ça te fait 16 balles de l'utilisation. L'autre côté, ça te fait 2 balles. Alors c'est vrai qu'elle est très chère, mais j'avais vu qu'en leasing, elle était très intéressante. On était aux alentours des 200 balles, 270, 240 balles, 250 balles. Et en fait, ça te permettait de glisser une somme. Et avec des véhicules très type à l'italienne, c'est-à-dire beaucoup d'intérieur plastique carrosserie. Moi, j'aime bien. Ça fait penser à ma Fiat Barchetta que j'ai eue, etc. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de voitures, beaucoup d'expérience. Peut pas me dire, voilà, ça plaît pas. Et aujourd'hui, pour moi, en électrique, et notamment pour une familiale, Tesla reste la référence. Sinon, on peut peut-être avoir mieux, peut-être chez Hyundai, Kia, peut-être chez Porsche, peut-être chez Audi, mais c'est quand même plus cher. Donc, je sais pas si ça sera forcément mieux. Et moi, ça a toujours été ma philosophie. Est-ce que, voilà, aller mettre une i4, elle est très jolie, mais quand elle était en leasing, pareil, elle n'était pas trop chère, ou il y avait un bonus à un moment donné. Quand on veut mettre vraiment une équivalence par rapport à une Model 3 ou même une perf, on est d'accord que ça commence à être compliqué. On est pratiquement au prix du double, et sans compter les révisions. J'ai vu très rapidement une story là d'Akram, je crois qu'il est beaucoup sur Instagram et les gens le relayent sur YouTube. 500 € la petite révision, c'est du Porsche, 500 €, et le Taycan, et la grosse ça doit être 1000, et je crois que finalement il a payé 1200 €. Oh, ils te mettent une tartine, ils te justifient des trucs qu'il n'y a même pas besoin, ils te vérifient le freinage, le machin, les calibrages, ils te vérifient donc si éventuellement le liquide de lave-glace fonctionne bien, la pression des pneus, tout est bon, etc. Bon, tu auras compris que sur un véhicule électrique, on peut pas tout avoir. On a un véhicule où, à la base, tu mets plus de pognon, mais logiquement, il te coûte au moins 5 fois moins cher. Et c'est ça ce qu'on aime, avec un agrément de conduite et un toucher de pédale qui est complètement différent. Moi, j'ai jamais eu une moto parce que je trouve ça très dangereux. On m'a dit, Johan, c'est comme en moto. En fait, t'accélères, tu lâches, et en fait, ça vient limite freiner. Et c'est comme si on était sur un billard. Et moi, je ne suis pas là pour faire des vidéos, donc pour diviser. Ça m'arrivera à reprendre un véhicule thermique. Je sais que moi, j'y suis pas pour, mais ma femme, pour la conduite accompagnée de notre fils, veut qu'on reprenne une boîte méca. Ça me fait pas rêver. Surtout les boîtes Peugeot. Donc, on prendra peut-être une Fiat ou quoi, parce que les boîtes là, elles sont mieux étalées, ou éventuellement les boîtes 6. Ça va être l'aventure de chercher un véhicule d'occasion, pas trop cher, qui consomme pas trop, et qui reste agréable donc à la conduite, et où on n'aura pas trop de pépins, parce que c'est ça le problème, tu vois, et que t'as pas un des organes autour du véhicule thermique qui va pas sauter, quoi, un filtre, un bordel, une courroie et des entretiens à tire-larigot. Et c'est ça, encore une fois, un véhicule finalement électrique, c'est tout simplement un bon planificateur, une bonne gestion entre guillemets avec le BMS, etc., une bonne charge, une batterie qui va avec la charge et un beau moteur. Ça s'arrête là. Le reste, les gens qui n'ont pas compris que voilà, t'as pas de bobine, t'as pas de bougie, t'as pas d'huile, t'as pas de purge constamment, etc., pas d'entretien tous les ans, tous les 2 ans, etc., 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 bah malheureusement, je peux rien faire pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, et comme je dis souvent, ça va bien se passer.